Être à 8 heures en classe, c'est un non-sens. C'est un non-sens. On peut pas être actif intellectuellement quand on est ado à 8 heures du matin devant un enseignant pour faire des maths. Alors, si vous êtes parent d'un ado au lycée, vous vous posez forcément ces questions. Pourquoi il bosse pas ses cours? Comment je peux l'aider sur Parcoursup? Son bulletin scolaire est pas terrible. À quel moment je m'inquiète? Et si je vous disais qu'un prof qui a enseigné 20 ans en Seine-Saint-Denis a peut-être les réponses à vos questions? Aujourd'hui, je reçois Mathieu Colombel, ancien professeur de physique-chimie, formateur d'enseignants et créateur de contenu avec le compte Laisse-moi t'aider. Mathieu est aussi l'auteur du livre Mon ado au lycée, comment s'y retrouver. Ensemble, on va parler de ce qui bloque les ados et surtout de ce qui peut les aider à réussir. Mathieu, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Florence. Alors pour rentrer... Bonjour. Pour rentrer dans le vif du sujet, je sais que... est-ce que tu reconnais cette personne? Oui, bien sûr. Moi, je reconnais un golfeur déjà. C'est Gary Player. Exactement, Gary Player, célèbre golfeur que tu admires, je crois, et qui disait « Plus je m'entraîne, plus j'ai de la chance ». Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour un lycéen? Ouais, alors pour un lycéen, mais pour un golfeur, déjà, le golf, c'est un sport tellement ingrat. C'est un sport tellement ingrat, on s'entraîne énormément sans pour autant avoir de la réussite. Et Gary Player disait ça, plus je m'entraîne, plus j'ai de la réussite. Parce que souvent au golf, c'est tellement frustrant qu'on met un peu ça sur le compte du manque de chance ou du manque de réussite. Oh, j'ai pas eu de chance, oh, le terrain était gras, oh, il y avait du vent, etc. Et finalement, j'entends ça beaucoup à l'école aussi, où les élèves me disent la plupart du temps, j'ai pas eu de chance, le contrôle, c'était sur quelque chose que j'avais pas révisé, ou j'avais fait l'impasse, ou encore, oh oui, mais on a été interrogé sur des choses qu'on n'a pas faites en cours. Bah ouais, mais en fait, plus tu vas t'entraîner, plus tu vas cadrer tes révisions, plus tu vas diversifier ton entraînement et tes exercices, et plus tu vas avoir des chances de tomber sur quelque chose, soit que tu as déjà fait, soit des exercices qui vont ressembler euh, de manière très importante à ton entraînement. L'idée d'une évaluation ou l'idée de l'école, c'est de se retrouver dans une situation inédite avec en fait des choses qu'on aura déjà travaillées à la maison. Donc plus on va diversifier, comme au golf, plus on va diversifier son entraînement, plus on va diversifier et varier les exercices proposés, et plus on va être prêt à rencontrer des situations en classe, que ce soit dans des activités ou dans des évaluations. Et alors en exergue de ton livre, celui-ci, qui s'appelle Comment s'y retrouver avec son ado au lycée, tu dis la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Ouais. Toi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as fait longtemps en t'attendant à un résultat différent? Ouais, bah quand j'étais élève, quand Ouais. j'étais au lycée, justement, le fait, enfin mon parcours m'a permis en fait de donner des conseils à des ados pour leur faire gagner du temps et surtout éviter de commettre les erreurs que moi j'ai commises. Et je pense que quand j'étais ado, j'ai systématiquement reproduit la même chose dans mon travail ou dans ma manière de travailler, sans résultat, mais parce que je m'y prenais mal. Je m'y prenais mal, donc j'ai reproduit, oui, des erreurs quasiment à l'infini, même en situation d'échec, sans forcément comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas. Parce que je pense que apprendre à apprendre, bah, c'est pas inné, hein. Et si personne ou les référents, les adultes référents n'expliquent pas aux ados comment il faut travailler, parce que c'est plein de méthodes, eh bien forcément, on peut prendre un chemin qui n'est pas le bon. Et s'entêter dans ce chemin, je rencontre aussi beaucoup d'élèves qui me disent mais monsieur, alors monsieur quand j'étais en poste, mais maintenant il m'appelle par mon prénom et il me tutoie, mais Mathieu, je comprends pas, j'ai bossé et pourtant j'y suis pas arrivé. Oui, alors on peut bosser des heures assis sur sa chaise, devant sa copie, devant ses exercices, en refaisant toujours la même chose. Mais si je répète 1 plus 1 égale 2 en boucle pendant 3 heures, 4 heures, on va dire, bah ouais, j'ai bossé 4 heures, mais bosser 4 heures à répéter 1 plus 1 égale 2, ça va pas faire avancer. Donc, l'idée, Hmm. en fait, c'est de pouvoir leur donner des conseils pour qu'ils puissent les mettre en place. On entend souvent le mot approfondir son travail ou votre enfant manque de méthode. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Si on va pas plus loin, ou votre enfant n'a pas les bases. Voilà, en mathématiques, on entend Hmm. souvent ça. Arrivé en seconde ou en Hmm. première, votre enfant n'a pas les bases. Très bien, merci monsieur, merci madame, mais c'est quoi les bases? Qu'est-ce que je dois mettre en Hmm. place à la maison pour que mon enfant puisse progresser, pour avoir ses bases, pour approfondir son travail? Et ça, ces tips-là, je les avais pas quand j'étais ado,
Maintenant que je les ai et que je les ai découverts quand j'étais étudiant et que je les ai en étant prof, bah, j'essaye de les communiquer et de les partager de telle manière à ce que les familles reproduisent pas les mêmes erreurs que moi. Souvent, les bulletins scolaires, c'est un peu la reddition de compte du trimestre. Mmh. Et en tant que parent, alors au quotidien, on va dire, t'as eu combien? Et donc ça, on y reviendra sur la copie Mmh. et le fait que ce soit un peu le seul lien pédagogique entre la famille et l'école parfois. Mais si on attrape le sujet déjà des bulletins, qu'est-ce qu'on en fait en tant que parent, des appréciations sur un bulletin scolaire qui sont parfois un peu raides. Ouais. Voilà, qu'est-ce qu'on en fait concrètement? Quand je rencontre, quand j'étais en poste ou même avec euh, les bulletins que je croise ou que les familles me font lire, euh, bah, j'ai parfois toujours un petit peu la même, soit la même frustration, soit la même colère, parce que quand je vois une ligne avec marqué excellent trimestre, mais qu'est-ce que je peux faire de ça? Alors oui, si j'ai Mm. eu 17, 18 de moyenne, excellent trimestre, très bien, mais alors? On n'a pas, sur 3 mois, on n'a pas un petit conseil à me donner pour que je puisse progresser? On n'a Mm. pas euh, ou un petit reproche à me faire? Alors le reproche, je suis pas sûr que ça soit l'endroit pour le bulletin, mais voilà, un conseil pour Mm. progresser, un état des lieux. Un bulletin, c'est un bilan d'une période. Donc ça peut être sur 3 mois ou ça peut être sur 6 mois, puisque maintenant il y a des semestres. Donc même sur 3 mois, il y a tellement de choses à dire sur le travail d'un élève. Donc quand on voit excellent Mm. trimestre, ça peut être frustrant, mais a priori c'est qu'il n'y a pas de souci. Mais quand on voit ensemble correct ou trimestre moyen, mais moi je Ou trouve peut ça mieux faire. terrible. Ou peut mieux faire. Mais c'est terrible. Trimestre moyen peut mieux faire. Il y a pire que trimestre moyen, il y a élève moyen. En quoi un Ouais, élève est moyen? Son travail ouais, peut être l'étiquetage. moyen, à la limite. Mais le Mm. mot moyen, il est déjà, je trouve, très violent. Élève moyen, c'est très violent. Et quand il y a Mm. point final et il n'y a rien derrière, mais c'est pas possible en fait. Donc, quand il y a des appréciations Ouais. qui sont aussi laconiques, on peut rien en faire, forcément. Et donc, à la maison, peuvent se créer, il peut y avoir des conflits, parce que la famille, si elle s'est pas intéressée tout au long du trimestre, ou même si elle n'a pas eu toutes les infos, ça arrive quand même assez souvent qu'on n'ait pas toutes les informations, la communication avec l'école est parfois difficile, eh bien, on se retrouve devant cette feuille en fin de trimestre avec une note et à côté une appréciation dont on peut rien faire. Donc, ça génère forcément des tensions à la maison et ça ne peut pas faire avancer l'élève. Ouais, complètement. Et je discutais avec un enseignant de maths hier qui disait qu'il s'évertuait, alors c'est très chouette, sur les bulletins justement, à dire si tu fais ça, tu pourras atteindre ça. Et Bien donc sûr. pour donner effectivement une dynamique en fait, et le feedback des élèves c'était de dire ah mais monsieur vous donnez des appréciations gentilles. Et il dit lui non c'est pas gentil, c'est la clé pour si tu l'utilises te permettre de progresser. Bien Et je sûr. trouvais ça assez chouette. Donc, il y a effectivement, qu'est-ce qu'on, en tant qu'enseignant, la qualité finalement du feedback qu'on donne sur le bulletin pour permettre à l'élève de progresser, et puis qu'est-ce qu'on choisit de valoriser, parce que c'est vrai qu'il y a les disciplines. Moi, je me souviens à mon bulletin de lycéenne, il y avait une rosace en fait avec des compétences. Et les enseignants griffonnaient en fait selon le niveau de maîtrise de la Mm, compétence, mais qui était sur le d'autres champs que le champ purement disciplinaire. C'était bien sûr. l'engagement, la capacité à voilà à être positif, etc. Et je trouvais ça assez remarquable d'avoir des bulletins comme ça qui à la fois effectivement notent la discipline, commentent, mais aussi valorisent d'autres compétences. Et dans cet esprit-là, je crois que tu as reçu par la poste un petit bulletin qu'on a écrit pour toi. Donc tu peux décacheter l'enveloppe. Ce qui résonne déjà, c'est la longueur des appréciations. Donc on revient un petit peu sur la même chose, c'est-à-dire de faire un état des lieux et après de proposer des choses. De proposer des choses pour que la famille et l'enfant puissent avancer et puissent voilà, avoir, comme tu dis, des objectifs. Objectifs d'apprentissage. Est-ce que les objectifs d'apprentissage ont été atteints, oui ou non, avec la rosace dont tu parles? Et après, qu'est-ce que je dois mettre en place pour aller plus loin, pour passer au niveau suivant? Le travail par compétences, peut-être qu'on en reparlera, mais ça a été un de mes grands chantiers quand j'étais en poste, parce que travailler les compétences, mais évidemment.
Évidemment on doit travailler par compétences pour valoriser des compétences mathématiques, certes, mais des compétences sportives, des compétences humaines. C'est évident. Et malgré ça, on continue de retrouver des bulletins sur lesquels il y a marqué 10 sur 20, élèves moyens. Bon, donc ça me marque effectivement d'avoir autant de chance. Gestion et transformation de la colère. Bon, alors gestion de la colère, je la gère pas toujours bien. Mathieu fait preuve d'une grande sensibilité aux injustices, oui, tout à fait, et une capacité unique à transformer son ressentiment en énergie constructive. Oui, tout à fait, mais alors avec quelle dépense d'énergie, hein, en tant que bon physicien, conservation de l'énergie, il y a toujours un système qui reçoit, il y a un système qui perd. En produisant de l'énergie et en donnant de l'énergie aux autres, c'est vrai que je dépense une énergie qui est considérable. Plutôt que de subir sa colère, il a utilisé comme un moteur pour créer un système d'aide et de partage, démontrant que les émotions négatives peuvent être de puissants leviers pour aider les autres. Ouais, tout à fait. Mais subir sa colère, je suis pas tout à fait d'accord, parce que ma colère, je la subis encore. Et malgré le travail que j'ai pu faire, je suis encore très en colère, effectivement, quand on évoque des sujets comme ça qui me tiennent très à cœur sur l'accompagnement de l'enfant et l'accompagnement de l'ado. Toi, t'aurais aimé, pardon, qu'on te dise quand t'étais, qu'on te pose la question de pourquoi t'étais en colère quand t'étais ado, Ouais, qu'on aille ouais, te chercher à cet endroit-là. Est-ce que toi, tu vas chercher les gens, parce que être adolescent, c'est un peu être en transition, donc forcément, il y a de la colère, il y a de l'insolence, il y a il y a une recherche d'identité. bien sûr. Comment toi tu l'as vécu et comment toi tu vas chercher aujourd'hui des jeunes dont tu as l'impression qu'ils sont en colère? J'essaye de leur expliquer, alors pas forcément tout de suite, mais de leur expliquer un petit peu mon parcours et puis de les comprendre en fait, de me mettre à leur place. Moi, j'ai jamais oublié l'ado que j'étais et j'ai parfois l'impression de rencontrer des adultes, que ce soit des parents ou des enseignants, qui ont oublié qu'ils avaient été ados un jour. Alors, il y a des ados plus ou moins faciles, plus ou moins difficiles, plus ou moins en rébellion, plus ou moins en métamorphose, mais j'essaye de me mettre à leur place et de les comprendre et de leur dire, bah ouais, en fait, je comprends que être assis sur les bancs de l'école toute la journée, toute la semaine, c'est difficile pour toi. Je comprends que d'avoir à lire une pièce de Molière, c'est difficile pour toi. D'apprendre le théorème de Pythagore, tu vois pas beaucoup l'intérêt pour ta vie actuelle et ta vie future. Et de leur dire, voilà, donc d'essayer de trouver des explications à ça, de leur donner, donner du sens, c'est très important, hein. Donner du sens à l'école, c'est extrêmement important. En physique-chimie, c'est assez facile. On arrive à raccrocher souvent des notions avec la vie de tous les jours. En maths, forcément, c'est un petit peu plus difficile, mais on peut y arriver. Mais les élèves ont besoin, et les ados ont besoin de ça, ont besoin de sens à ce qu'ils font. Je pense que l'élève n'est plus au centre de l'école, pour tout un tas de raisons. Et donc, je leur dis, bah voilà, moi je suis, et je pense pas que ce soit de la démagogie, je suis d'accord avec toi sur le fait que l'école ne correspond pas à tes besoins actuels pour telle ou telle raison, et j'en suis aussi la preuve vivante. Mais moi, je te donne les codes pour y arriver. Si on veut être responsable, effectivement, ça sert à rien de pousser à la rupture finalement. Enfin, il faut intégrer le système tel qu'il est aujourd'hui, même si on peut essayer de vouloir le changer. Enfin, c'est tout le travail qu'on essaye de mener avec Ecolumat, de se dire bon bah on fait en partie comme c'est aujourd'hui, mais avec l'envie que ça soit différent demain. Toi, s'il y avait un truc à changer dans l'école de demain, ce serait quoi? J'ai l'impression que ce qui pèse le plus les ados, que ce soit actuel ou il y a des années, c'est l'emploi du temps. C'est l'emploi du temps. C'est d'être à 8 heures en classe, 8 heures du matin en classe. Faut les voir, nos ados, à 8 heures du matin en classe. Parce qu'ils sont levés. Alors, nous, on est en ville. Enfin, moi, ma famille, mais ceux qui sont en zone rurale, qui prennent le bus, etc. Ils arrivent à 8 heures. Ils sont à 8 heures devant un enseignant. Ils sont défoncés. Alors, actuellement, on dit... Moi, j'étais en rural, je me souviens que c'était... Mais oui, alors on dit les bus, on se lève hyper tôt, 6 heures. Exactement, exactement. Et donc on met ça sur le dos du téléphone depuis quelques années en disant ils ont qu'à être moins sur leur téléphone le soir, etc. Mais quand j'étais ado, c'était pareil en fait, on avait les mêmes problèmes. Être à 8 heures en classe, c'est un non-sens. C'est un non-sens. On peut pas être
On peut pas être actif intellectuellement quand on est ado à 8 heures du matin devant un enseignant pour faire des maths ou du sport, ou le sport peut-être à la limite parce que ça fait un réveil musculaire, mais pas faire des maths ou du français et être actif sur la pièce de Molière à 8 heures du matin. Et enchaîner comme si de rien n'était, les heures, 4, 5, 6, 7, 8 heures dans la journée. Mais qui fait ça? Mais les adultes eux-mêmes ne supporteraient pas d'être assis 7 ou 8 heures de suite face à quelqu'un qui leur parle. Donc, s'il y avait une grosse chose à changer, c'est ça. C'est ces emplois du temps. C'est commencer un peu plus tard. C'est finir sur l'heure du déjeuner, 13-14 heures, et dédier l'après-midi à des activités autres. J'ai pas beaucoup de souvenirs positifs de ma scolarité, mais j'en ai un particulier, c'est la cuisine. En 6e, je faisais de la cuisine en EMT, c'était la techno. Et on avait une salle équipée avec des cuisinières à gaz, et je me souviens avoir appris à faire des gâteaux, à comprendre, c'est de la chimie, hein, à comprendre pourquoi les gâteaux levaient, parce que la maîtresse, la prof, nous avait mis de la levure dans l'eau, avait montré que ça faisait une effervescence, ça dégage du gaz, et donc les gâteaux gonflent. Je m'en souviens, c'était en 6e, ça fait 40 ans. Donc ça marque. Et les séances de cuisine en 6e, j'avais adoré. Pourquoi pas remettre de la cuisine, des séances de cuisine l'après-midi, des séances de théâtre? On a besoin, nos enfants ont besoin de savoir parler. On ne sait pas parler en public, encore moins les langues étrangères, mais développons l'oralité. Mais des choses qui sont peut-être moins dures que le français, l'histoire géo, les maths, qu'on peut réserver au matin quand on est frais, mais pas trop tôt. Et puis l'après-midi, on fait autre chose, mais des choses qui sont au moins aussi importantes et justement qui vont donner du sens à nos enfants, du sens à l'école, et qui vont peut-être leur donner des idées pour plus tard. Parce que quand on est ado et qu'on demande de faire des choix en fin de seconde pour des spécialités, mais c'est hyper difficile. Alors justement, c'est un sujet que je voulais aborder avec toi, la question de l'orientation. On est dans les questions récurrentes. Il y a quand même, bon, t'as eu combien? Et puis après, assez régulièrement, c'est qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Ouais. Donc, qui met en général une bonne pression quand, évidemment, à 15 ans ou 16 ans, on n'en sait rien. Et ça m'a, quand j'ai lu ton livre, j'étais interpellée par ce que te répondent un certain nombre de jeunes. Ils disent, je sais pas, je veux gagner beaucoup d'argent sans trop travailler. Ouais. Et c'est possible ça? Enfin, qu'est-ce que tu réponds aux jeunes qui te disent ça concrètement? Bah non, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. Si, j'imagine que c'est possible, mais c'est en tout cas pas c'est pas en tout cas pas donné à tout le monde. Mais il y a forcément ce mythe actuel de l'influenceur ou de l'influenceuse, du footballeur ou de la footballeuse on a l'impression qu'ils travaillent pas, mais effectivement, évidemment, être influenceur et ça demande énormément de travail aussi à côté. Et donc parfois ils ont cette image un petit peu du style décontracté de la personne. Il est très célèbre, donc ça fait rêver. Et on se dit qu'il travaille pas beaucoup et en plus il gagne des sous. Donc ils sont un petit peu accrochés à ça. J'aime à dire que, et c'est ce que je répète à mes enfants souvent, c'est réussir, c'est être maître de ses choix. Parce qu'on souvent on dit c'est quoi réussir? C'est quoi la réussite? Est-ce que c'est gagner beaucoup d'argent? Est-ce que c'est être célèbre? Peu importe. Moi, je pense que la réussite, c'est être maître de ses choix et de pouvoir dire, bah voilà, je fais ce que je veux. Je fais ce que j'avais envie de faire. Peu importe que je gagne des sous ou pas de sous, si je suis heureux de ma vie, très bien. Et on sait, toi comme moi, quand on est adulte, que c'est pas toujours facile de trouver le bon chemin et qu'on s'épanouit pas forcément toujours dans son travail. Et donc, je leur dis, donne-toi les moyens pour réussir. Et réussir, c'est pouvoir faire tes choix. Et alors, Parcoursup, c'est un truc qui stresse énormément les familles. À quel moment on commence à réfléchir sérieusement à son orientation et en tant que parent d'élève, c'est quoi sa responsabilité finalement par rapport à un jeune? Comment l'aider? La responsabilité, c'est de l'accompagner parce que Parcoursup, c'est un boulot à temps plein. Donc en fait, il faut essayer de s'y atteler dès le début de l'année de terminale. Parcoursup, ça ouvre les inscriptions, ça commence en décembre généralement. Donc de décembre à mars, il faut s'inscrire, il faut potasser un petit peu toutes les formations qui seront proposées, puis après, il faut faire des vœux. Ça demande énormément de temps. Donc les parents, moi, ce que je leur conseille de faire, c'est d'accompagner leur ado pour savoir s'ils sont bien inscrits et puis après de les aider un petit peu à défricher
Donc apprendre toutes les informations nécessaires. Parcoursup, c'est une mine d'informations. Donc au début, on est un petit peu abasourdi par tout ce qu'il y a à regarder, par tout ce qu'il y a à lire. Mais honnêtement, je trouve que c'est une plateforme qui est bien faite. On est bien accompagné, on a des relances assez régulièrement. Mais il ne faut pas s'y prendre au dernier moment parce que c'est extrêmement touffu, dense. Donc il faut s'y prendre décembre, janvier et accompagner son ado dans sa réflexion parce que forcément c'est très engageant. Donc on ne peut pas laisser l'ado tout seul en se disant bah tiens vas-y c'est ton avenir, c'est toi qui te débrouilles. Non, je suis parent, je l'aide, je l'accompagne dans ce cheminement. On entend souvent des familles ou des étudiants qui n'ont pas de vœux. Très souvent, c'est parce que c'est des étudiants qui ont mal fait leur liste de vœux et qui n'ont fait que des vœux trop sélectifs par rapport à leur choix. Alors, des fois, on me dit, bah ouais, mais j'ai pas envie de faire ça, donc je vais rien mettre. Bah, il vaut mieux parfois mettre un vœu qui nous plaît moins ou qui nous intéresse moins pour être sûr d'avoir une porte de sortie ou une roue de secours, de telle manière à avoir quand même une formation post-bac. Mais je comprends que les parents, c'est compliqué, hein, donc je comprends que les parents puissent être perdus. Il ne faut pas hésiter, dans ce cas-là, à solliciter les enseignants ou l'établissement et à se mettre en relation avec eux pour qu'ils puissent aider l'enfant. Mathieu, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Alors, je prépare en général un petit quiz final, si tu veux bien te prêter au jeu. Dans ton sac de lycéen, tu mettais plutôt Game Boy, Pogs ou Tamagotchi? Plutôt Game Boy, Tetris. Et au Tetris, ça me parle même encore. Jimmy Cliff ou Michael Jackson? Ah bah alors là, c'est un choix qui est quand même très compliqué. C'est très compliqué. Jimmy Cliff, ça a été le début. Moi, mon premier 33 tours, c'était Jimmy Cliff. Après, Michael Jackson, on peut quand même difficilement passer à côté. Donc Michael Jackson. Et si tu étais un sport, tu serais le foot, la planche à voile ou le golf? Je vais prendre le golf parce que c'est vraiment la partie, le sport pour lequel j'ai passé le plus de temps dans ma vie. Oui. Et pour finir, en figure d'inspiration, du coup, tu serais plutôt Robin Nash, champion de plantage voile, ou Tiger Woods, le fameux golfeur. Ouais. Alors, pareil, pour moi, ce sont deux figures iconiques. Je vais choisir Tiger Woods parce que pour moi, ça fera sens avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Pour moi, le mot travail est extrêmement fort, extrêmement important. Et donc, Tiger Woods incarne vraiment, pour moi, ce qu'est le mot travail. Donc, je vais choisir ce personnage. La persévérance dans l'effort. Merci Mathieu pour tout ce partage. Merci à tous ceux qui nous regardent, parents, profs, des jeunes, tous ceux qui chaque jour font de l'école un projet collectif. N'hésitez pas à commenter, partager, à vous abonner à la chaîne et à nous dire qui vous aimeriez voir demain dans ces interviews. Encore merci Mathieu et puis à très très bientôt. Merci Florence, à bientôt. J'ai été une chanson. Est-ce que tu serais Je suis un homme de Zazie ou Tu es mon autre de Lara Fabian et Morane? C'est encore un choix très difficile. J'adore les deux. Tu es mon autre parce que c'est ce que je dis souvent à ma femme et j'y crois fondamentalement.